Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Diapason. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Patrick Rakout-Malal, que je vais laisser se présenter, mais notamment il est l'un des cofondateurs du think tank Diapason justement. Patrick, bonjour. Bonjour, je ne sais pas quand je dois me présenter du coup. C'est la version longue ou la version courte que tu préfères? Allez, on commence par la version courte déjà. La version courte, c'est donc Patrick Rakout-Malal, euh, cofondateur de Diapason, fondateur de FACT Madagascar, fédération d'associations, fondateur de ZAM, événement effectivement de rassemblement diaspora, et puis quoi encore, plein de choses effectivement encore en cours, passé et à venir. On va en parler effectivement et c'est tout l'objet de l'épisode que l'on a aujourd'hui avec toi. Quelque part, c'est ton parcours personnel est rythmé par des moments de l'histoire malgache et notamment de l'histoire post-indépendance, puisque en 1972, qui est un moment clé pour Madagascar, tu as 18 ans. Et il y a ce soulèvement populaire qui se passe et qui est une véritable prise de conscience politique pour toi. Tu veux en dire quelques mots? En fait, en 72, j'ai donc 18 ans, je suis très francophone, francophile. Je suis à la fac en CATS depuis 2 ans et je m'intéresse absolument pas à la politique en fait. Et quand je voyais derrière les étudiants descendre dans la rue en train de hurler après l'impérialisme culturel français, je dis mais que s'ils nous embêtent cela, on est très bien comme on est. Et en fin de compte, le déclic se fait quand sur le 13 mai, je descends et que je vois là les FRS, les forces républicaines de sécurité, tirer sur les gamins. Ça me rend fou. Oui, Et c'est une grosse révolte et c'est derrière ma prise de conscience politique. oui. Et effectivement, ça paraît loin et c'est pas si loin que ça, mais vous qui avez vécu effectivement ces moments-là sur le terrain, euh, ça ne peut qu'entraîner certaines réactions. Alors on fait un grand bond dans le temps parce que quelque part, bon, tu restes à Madagascar encore un petit peu, mais finalement tu t'envoles pour la France. Et Comme 1979, oui. voilà, en 1979. Et comme pour beaucoup, tu te mets à travailler, à faire des études en même temps, à sillonner un peu, construire ta carrière, construire tes expertises. Et quelque part, à un moment donné, il y a un autre traumatisme qui est toujours relié à Madagascar et qui se produit en 2009. Il y a un autre traumatisme qui, quelque part, il y a un rapprochement avec ce qui s'est passé en 72. En 72, j'étais complètement derrière, détaché, ignorant des règles de la chose politique. En, euh, en 2009, je me réveille après 30 ans, sans n'avoir jamais rien fait de Madagascar, sans n'avoir jamais fréquenté de Malgaches en l'occurrence. Ouais. Donc, 3 voyages entre-temps Madagascar, mais qui n'ont pas particulièrement éveillé à la cause malgache, si ce n'est derrière un peu sensibilisé à la pauvreté, mais pas du tout éveillé à la cause malgache. Et 2009, la fusillade, le massacre provoqué du 7 février, là aussi déclenche une grosse colère, une grosse prise de conscience. Oui, 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 oui. Et c'est intéressant, on y reviendra un tout petit peu dans notre discussion, Patrick. C'est intéressant ce parcours de beaucoup de Malgaches qui, quand ils arrivent en fait à l'étranger et en France notamment, puisqu'il y a eu pas mal d'études de la diaspora qui ont été faites, il y a une sorte de déconnexion à un moment donné où on se consacre vraiment à se construire soi, à faire son cheminement personnel et après c'est peut-être les événements ou les cycles de la vie qui font qu'on revient et qu'on souhaite finalement s'investir ou agir pour son pays natal. C'est probablement aussi des cycles de la vie, hein. On mène, voilà, on se construit, on regarde, on se cherche à travers la philosophie, à travers la spiritualité, à travers ou d'autres choses telles que la franc-maçonnerie par exemple. Et puis derrière, on se révèle complètement dans quelque chose dans lequel on trouve du sens à s'investir sur le pays. Mmh. C'est probablement comme ça que j'analyse, hein. Ouais. Alors, je reprends une de tes citations.
par rapport à 2009. Tu écris choqué par les événements de 2009, j'ai ouvert ce blog pour partager mes coups de gueule, offrir mes coups de cœur, proposer mes humbles analyses, compiler les opinions citoyennes qui m'ont touché et les dossiers que j'ai estimés pertinents en espérant éclairer les événements de Madagascar. Et en fait, l'écriture, ça a été un début d'exorcisme, ou en tout cas, ça a été un début d'engagement pour toi ou de façon de t'engager par rapport à Madagascar. Alors, il y a eu des rencontres, il y a eu pas mal de choses. Tu as évoqué le Forum Magnum, ta collaboration avec Ndim. Parle-nous-en un petit peu. Comment c'est arrivé tout ça, avant le lancement du blog d'ailleurs? En fait, en 2009, quand j'ai cet électrochoc, en l'occurrence, je ne parle absolument pas malgache, je ne fréquente aucun malgache, mais je ne comprends pas ce qui se passe. J'étais venu en 2007, une première fois en 2002 précédemment, en 97 aussi. 97, c'était terrifiant de misère. 2002, après les événements de 2002, le pays avait l'air de se réveiller. Je viens en 2007, on a le sentiment que le pays se réveille. Et quand en 2009, on a cette explosion, je dis, je ne comprends rien du tout à ce pays. Et on décide de plonger, effectivement, pour essayer de comprendre. Ouais. Et c'est là que à partir derrière de l'information et des contacts, je me plonge dans un certain nombre de forums qui existaient à l'époque, et en particulier le forum de Madagascar Tribune, et qui était extrêmement bien modéré et qui a vraiment une grande qualité effectivement de production et d'échange. Voilà, donc j'écris sur le forum de Tribune, j'y fais quelques jolies rencontres de gens qui sont devenus des amis, de vrais amis par la suite, et Mhm. puis il y a quelqu'un qui est Dim et Patrick A, qui sont les deux éditorialistes de référence de Madagascar Tribune, qui m'écrivent un jour en me disant on aime bien ce que tu écris, on aime bien comment tu écris, est-ce que tu veux travailler avec nous? Bien évidemment, on est extrêmement flatté de voir effectivement de l'intérêt qui peut être porté par deux personnes qu'on admire sur leur qualité d'écriture, leur qualité d'analyse. Bien sûr, je plonge, je dis oui, bien sûr. Donc, il y a effectivement ça qui est un événement qui m'a jeté dans l'écriture en l'occurrence. Ouais. Puis un autre événement aussi en parallèle qui est la création du Forum Magnum, qui s'est fait en même temps d'ailleurs. Le Forum Magnum était une liste de diffusion que je crée parce que derrière, il manquait d'un élément un peu structurant de partage des informations entre tous les gens que l'on croisait effectivement sur ces échanges, ces forums. Donc on a créé cette liste de diffusion qui s'appelle Forum Magnum, qui a aussi permis derrière d'échanger, de rencontrer, de tisser un réseau de connaissances intellectuelles, effectivement, qui m'ont fait l'honneur de me reconnaître. J'ai en particulier rencontré là Jean-Pierre Domenichini, Christian Tradefaux. Ils étaient des grands noms, effectivement, que j'admirais complètement. Et en ayant obtenu leur aval, ça me dit waouh, c'est bien d'avoir l'aval de ces gens-là, donc je vais continuer à écrire, puis ça a l'air de leur plaire. C'était Ouais. aussi bête que ça. Et donc, et du coup, c'est dans ce contexte-là que tu lances ton propre blog, Bon, que oui. tu décris, comme tu disais, comme je te citais tout à l'heure, tes coups de gueule, tes coups de cœur. Et puis finalement, avec tout ce contexte-là, il y a une sorte d'espace d'expression qui se crée, et avec tout un écosystème autour, et en même temps, un espace d'expression libre qui finit par déranger, et tu te confrontes, j'ai envie de dire presque en direct, avec la presse traditionnelle. Traditionnel avec certains acteurs effectivement voilà, non, avec lesquels j'étais absolument pas d'accord. Hein, on les cite aujourd'hui. C'était Rolly Mercia, c'était Jeannot Ramazaf, qui étaient derrière des acteurs, des écrivains, des journalistes, des acteurs d'information qui étaient dans la désinformation la plus totale à mes yeux et qui me hérissaient profondément. Donc voilà, c'était aussi me confronter à ces gens-là était quelque chose effectivement qui a mené la construction de mon blog en disant aujourd'hui c'est pas possible qu'on laisse dire autant de contre-vérités, qu'on laisse émettre autant de contre-vérités sans pouvoir derrière réagir et les contredire. Donc voilà, c'était un gros moteur de mon action, de mon écriture. Ouais, 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 ouais. Et c'est vrai que quelque part, tu t'y attendais pas, tu as plongé un peu dans cet univers, il y a eu ces confrontations, et avec cette conviction forte de ton côté de te dire qu'il fallait effectivement, en tous les cas, avoir une presse plutôt libre et une écriture précise, informée, avec de la donnée correcte. Il fallait dire, il fallait dénoncer ce que je jugeais effectivement aberrant.
Je me suis en particulier accroché avec un auteur, un journaliste qui s'appelle Jean-Laurent Bazaf, parce que il était à l'époque le, le porte-parole, non pas le porte-parole, le responsable de la communication de la présidence de la HAT, Hmm. et il émettait des communiqués de presse, comme toute institution peut en émettre en l'occurrence, sauf qu'ils sont en général tendancieux, que ces communiqués de presse étaient relayés par un organisme qui s'appelait News Press, D'accord. qui se présentait comme étant une agence de presse, que ces communiqués de presse relayés par News Press étaient repris par TV5, et quand c'était repris par TV5, ça remontait jusqu'à l'AFP. Ouais. Et quand c'est arrivé à l'AFP, j'avais des gens effectivement qui arrivaient triomphalement, regardez, l'AFP dit exactement la même chose que nous. Ça Oui. m'a un peu agacé en l'occurrence, donc ça a fait l'objet d'un papier, d'une série de papiers que j'ai appelé dans un chapitre des guerres de médias, sur lesquels lui un peu, entre guillemets, allumé le Sir Ramon Bazar, comme je l'appelais à l'époque, en disant c'est absolument scandaleux derrière que quelqu'un qui écrive aussi mal et qui soit aussi vindicatif, aussi haineux, ait autant de presse, quoi. Donc je me dis, c'est pas possible. Ouais. Ça ne lui a pas beaucoup plu en l'occurrence. Ça m'a valu derrière la une de certains journaux en disant Patrick Rakotomalala dit Picheboul déshonore la presse malgache. Ça a fait du bruit, quoi. Ça a fait un peu de bruit, ça a beaucoup fait rire les gens, ça m'a aussi fait rire moi. Euh, C'était effectivement dessus une tentative d'intimidation de sa part qui avait été quand même un peu poussée, hein, parce que j'ai eu aussi comme des remontées d'intimidation jusqu'auprès de mes secrétaires. Ouais. Après, quand tu dis qu'effectivement, il y avait cette sorte de circuit qui faisait que même l'AFP publiait sans vraiment vérifier non plus, Ouais. effectivement, il y avait un coup de pied dans l'affaire fourmilière à mettre. Et puis à mettre dans le fond hier, et puis donc je l'ai mis. Ça a fait hurler effectivement dessus. Je crois que c'est dans la foulée que j'ai eu une interdiction, une censure de mon blog. Ah, Ouais, donc, dans la foulée, mon blog était censuré. Donc, deuxième cri, effectivement, euh, d'alarme, en disant aujourd'hui, non seulement derrière, je me fais insulter, mais en plus, derrière, ils vont carrément censurer mon blog. C'était pas vraiment une bonne affaire, effectivement, pour les opposants, enfin, pour derrière les gens que j'attaquais, parce que au lieu de me museler, ça m'a donné une audience pas possible, quoi. Et je ouais. crois que là, l'un des gros éléments qui m'ont fait derrière, qui ont aidé à ma, entre guillemets, notoriété à l'époque, a été ces deux événements, entre les insultes de Jeanne Rambazaf et puis la censure du blog, ça a largement aidé à ma notoriété. Hmm. En ce Il ne faut temps-là, jamais censurer, c'était de la pub. c'est ce que j'allais poser comme question, c'est-à-dire qu'en ce temps-là, comment se matérialiser la censure? Parce que ton blog, il était toujours en ligne, Ah non, non, il a disparu. il avait disparu un Il moment. a Ok. disparu, il était hébergé chez Canal Blog à l'époque. Oui, J'ai reçu un message en disant votre blog a été censuré pour être interdit pour insultes et diffamation. d'accord. Et donc, tac, il a été coupé en fait Il a été pendant coupé. certaines durées. Non, il a vraiment disparu. J'ai eu la chance de récupérer la majeure partie de mes textes à travers le cache de Google. Ouais. Euh, Merci Google dans ce cas-là, parce qu'il À cette y a des époque-là, c'est moments merci où on Google. n'aurait pas envie de leur dire Donc, merci. Hein. Ouais. voilà, le cache de Google m'a permis de récupérer une grande partie de mes textes. Hmm. Ok. Très intéressant parce que je pense que c'est quelque part la matérialisation même de cette fameuse censure. On n'a pas toujours l'occasion de l'exprimer déjà. Donc tu fais partie de ces acteurs-là. Et quelque part, évidemment que tu continues à cheminer, tu crées ces liens avec ces différentes personnes et ces rencontres que tu fais, notamment avec Mireille et François. Et il y a un autre écosystème où, quelque part, de par ton propre itinéraire, tu réatterris, c'est celui de tout ce qui est plongé dans la problématique de la diaspora. Le co-développement, la Banque mondiale, il y a un peu tout cet Absolument. écosystème-là que tu commences à fréquenter. Raconte-nous un peu comment c'est arrivé. Puis, je pense qu'il y a une évolution aussi entre ce moment-là et maintenant sur qu'est-ce qu'on appelle le co-développement, comment intervient des institutions comme la Banque mondiale. Quelle était un peu ta perception? Alors, je tombe sur le sujet de la diaspora parce que, donc, à l'époque, Patrick Haendim et les idiotorialistes de Tribune me demandent de travailler avec eux, je dis bien volontiers. Donc, je commence à prendre quelques petites chroniques, chroniques coups de gueule, comme j'en aimais bien derrière mes coups de gueule en l'occurrence, mes chroniques coups de gueule, mais bon, si ça, c'était pas toujours satisfaisant. Et puis,
crier pour crier, c'est pas toujours épanouissant. Donc, chercher des sujets de fond. Nous ne pouvons pas travailler directement sur le territoire parce que je n'étais pas sur place, Mm. à chercher des sujets de fond. Bon, sur le développement, on regarde ce que c'est que le développement. Et puis, je dis, tiens, il y a un sujet que je ne connais pas, justement, parce que je n'ai pas comment détacher du sujet, Ouais. c'est la diaspora. Et je décide d'investiguer effectivement le sujet. Mm. Et en fait, euh, je tombe sur quelque chose qui est énorme, parce que on est en pleine conceptualisation de ce qu'on appelle le co-développement, au Oui. moment où l'aide au développement est en train de se réduire et que les gouvernements occidentaux réalisent qu'en fait que les diasporas peuvent être un relais intéressant en termes de financement. Oui. Et Oui. le terme de co-développement est un terme d'ailleurs français, hein, qui est une invention française. Donc je dis tiens, c'est intéressant effectivement à investiguer, donc je rentre dedans, je regarde qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai comme documentation de disponible, et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a très très peu de choses qui existent comme études sur la diaspora Mm. malgache. Mm. Il y avait effectivement quelques travaux de recherche, mais qui étaient beaucoup plus sur le domaine identitaire. Rien sur la partie économique, rien sur la partie effectivement sociale. On dit, on va regarder ce que c'est. Et on réalise au bout du compte qu'à fouiller sur ce sujet-là, que les diasporas ont été derrière les vecteurs de développement significatif de pays tels que les Philippines, le Vietnam, l'Inde, la Chine, en l'occurrence. Je dis, mais oh, nous, alors qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Ben oui. Donc, on se rend compte que derrière, qu'on a une communauté qui, je le découvre, qui est très riche, qui est d'un niveau culturel et intellectuel très élevé. Je l'avais Mhm. déjà découvert à cette époque-là, mais qu'en fin de compte, on a le sentiment que n'est pas si mobilisé que ça pour le pays. Et ça devient une obsession qui est de dire aujourd'hui, je ne peux pas intervenir directement sur le pays moi-même, donc je vais essayer d'intervenir à travers effectivement le canal de la diaspora. Donc aujourd'hui, je me focalise sur la diaspora en me disant c'est mon terrain de jeu, Mm. le terrain local n'est pas mon terrain de jeu parce que je suis trop éloigné, par contre la diaspora peut être mon terrain de jeu. Et je me consacre pour cela effectivement à la diaspora. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un des articles qui est toujours disponible aujourd'hui sur ton blog. Tu as dressé une sorte de matrice en fait de la diaspora avec des profilages très intéressants sur ces fameux cycles de vie où on s'investit moins, et puis cet engagement aussi relatif. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots. Quand on fouille derrière sur ces logiques de diaspora, que on a une segmentation qui est très particulière parce que quand on parle de la diaspora malgache en France, voilà, on imagine qu'elle a une identité unique, qu'elle est effectivement, alors qu'elle est, c'est très, on en a une très mauvaise connaissance globalement. Mais on se rend compte surtout que quand on parle de diaspora, elle est vraiment segmentée en quatre secteurs, quoi. Si Mm. on, entre ceux qui sont profondément attachés à la culture de la France et qui sont quelque part dans une forme de rejet de leur culture originale, Oui. entre ceux qui sont globalement biculturels, que j'appelle les biculturels, qui sont à la fois autant attachés à la culture de leur pays d'accueil, la France, qu'à leur culture d'origine. Il y a ce qu'on appelle les ethnocentrés, qu'on Mm. voit aujourd'hui comme étant ceux qui sont profondément attachés à leur culture d'origine et pas du tout à la culture de pays d'accueil, à la culture française. Et puis, on a un quatrième segment qui sera celui qu'on appelle les marginaux, parce qu'ils ne sont dans de telles logiques de survie qui ne peuvent effectivement être reconnus sur aucun secteur. Oui, Et quand on parle de diaspora, il faut avoir ça en tête, parce que derrière, on ne s'adresse pas de la même manière à chacun de ces groupes-là. c'est sûr. C'est sûr Et et c'est très intéressant parce que, pareil, c'est un peu un fil rouge qu'on va garder tout le long de cette discussion, mais comme tu la connais bien, cette diaspora, toutes les initiatives qui peuvent fleurir justement pour elle, pour qu'elle agisse justement à Madagascar, comme tu dis, il faut différentes sortes d'initiatives et d'actions pour que ça corresponde à ces profilages-là. pour qu'on puisse effectivement s'adresser de manière la plus pertinente à chacun, effectivement, à chacun de ces groupes sociaux. Même si les choses sont en train d'évoluer, hein. On était à la RNS il y a 15 jours, j'ai été très, très surpris du niveau de métissage de la communauté. C'est très intéressant Euh, on a, cette perspective. on a une jeunesse qui est en train on a une jeunesse qui est en train d'arriver, qui est extrêmement métissée, qui est beaucoup plus métissée qu'on l'imagine. Forcément, ouais, ouais, ouais. Et c'est assez extraordinaire à voir avec derrière d'une part ce métissage qui est assumé,
d'une part ce biculturalisme qui est aussi lui assumé hein, Mm. aujourd'hui. Et c'est très intéressant à voir. Je me dis, oula, euh, on doit être attentif à ce qui est en train de se passer par rapport à la montée de cette jeunesse Mm. dans cette communauté vraiment qui est tout à fait originale. Hein. C'est pour moi, j'appelle la diaspora la 19e tribu parce qu'elle a sa propre identité. Ouais, non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que peut-être qu'aussi ce métissage qui est en train de se renforcer va peut-être aussi renforcer la recherche de l'identité on assume, comme tu dis, ces deux Ah oui. identités. Ouais. Euh, je reviens sur un point. Donc, tu choisis ton terrain de jeu, qui est celui de la diaspora. Tu évolues un peu avec ces initiatives, ce milieu, avec le co-développement, la Banque mondiale. Et quelque part, hasard du calendrier par rapport à notre épisode d'aujourd'hui, tu découvres un sujet sensible dont on vient de reparler là on va dire, dans l'actualité immédiate, celui des îles éparses. Fameuse île éparses, oui. Ouais. Oui, oui, en fait, dans les sujets de fond qui m'intéressaient, voilà, je me suis toujours posé dès le 7, non, pas le 7 février, dès le 19 mars, je crois que c'est le 17 mars. Ouais. Dès le 19 mars, je me posais la question quand l'ambassadeur Châtaignier est venu à Tana, allé serrer la main d'Ange Rasouel 2 jours après le coup d'État. 2 jours après le coup d'État. Ce qui était une aberration sur le plan diplomatique. Hmm. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en diplomatie et ça n'existe pas dans la diplomatie française. Donc vraiment, c'est toujours été derrière une obsession qui était de dire, mais comment se fait-il que la France se soit mouillée à ce point-là, se soit mise dans cette situation-là, c'était quoi derrière le moteur, c'était quoi l'enjeu? Et Ouais. puis, comme je suis un peu obsessionnel quand je me mets à chercher, à réfléchir, voilà, je gratte, je gratte. J'essaie de comprendre vraiment. J'étais obsessionnel. C'est pourquoi. Bien sûr. Et je tombe un jour là-dessus, dans les recherches que je fais, sur le préambule de la loi de cogestion, effectivement, la loi de cogestion entre Maurice et la France à Ouais. propos de Tromelin. Ouais. On est en Il y quelle avait donc un année à peu accord près, excuse-moi Patrick de t'interrompre, mais on est en quelle année à ce moment-là où toi tu On découvres est en 2011, 2012, 2012. 2012. Ok. 2012, ouais, parce que je puis mon article en juin 2012. Donc, je commence à gratter globalement à l'automne 2011 et je tombe sur cet article donc qui était le préambule de la loi enfin le préambule soumis au Sénat pour la rectification de cette loi de cogestion entre Maurice et la France. Hmm. Laquelle loi n'a toujours pas été signée d'ailleurs, hein, parce que Oui, derrière, c'est un vrai scandale. Il y a un tel tollé derrière ce genre de manifestation qu'on devrait réfléchir effectivement sur la capacité que l'on aura à se faire restituer les îles. Donc, je tombe sur ce texte-là de l'empréambule et qui très explicitement dit dans son préambule, qui explique aux sénateurs que cet accord n'a aucun intérêt économique, politique ou stratégique. ah, Il ah ne bon, sert qu'à une chose, qu'à préparer un accord sur les îles éparses avec Madagascar. ok, C'est strictement écrit comme ça. ouais. Et donc ça Et je me t'interpelle encore plus, on est d'accord. dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais ils sont fous, ces gens. C'est quoi ces îles éparses? Ouais. Alors, on va gratter sur ce que c'est que ces îles éparses. On découvre derrière les îles éparses, cette histoire de zone économique exclusive qui confère à la France globalement 85% de la dépossession du canal du Mozambique. Ouais. Les îles éparses, c'est donné à la France 85% effectivement de la propriété du canal. Mais pourquoi ils y tiennent? Alors, OK, on y voit derrière les zones, des zones économiques exclusives, on y voit peut-être de la pêche, les enjeux stratégiques, la protection derrière des circulations maritimes et des pirates qu'on va dans la zone. Bon, je veux bien, mais bon, quelque part, ça ne se faisait pas encore. Et je tombe sur une série d'articles sur lesquels on parle de prospection d'énergie fossile dans Ouais. cette zone. Ouais. On se rend compte à travers ça, je découvre que ce territoire, c'est l'équivalent derrière de la mer du Nord en termes de potentiel énergétique. C'est le potentiel du Qatar, c'est l'équivalent du Qatar, la Clairement. richesse du Qatar en termes de potentiel énergétique. Je dis, Hmm.
Et bien évidemment, on découvre aussi que euh, l'Italie est déjà très impliquée sur ce territoire à travers des implantations et de la prospection et des forages qu'ils ont au large de l'Éthiopie Mm. et du Mozambique en l'occurrence, et que la France est très en retard en l'occurrence. Donc je dis, tiens, il y a quelque chose d'intéressant derrière. Donc je tombe sur des recherches de gens très intéressants, de Robert Bertagne et de Marek, Robert Bertagne est un ancien chercheur euh, de l'IFP, enfin français, qui a prospecté largement sur le sud-ouest de Madagascar, Bémoulang et Patatuata, donc il connaît Mm. parfaitement le terrain géologique et ses potentialités. Ouais. Et Bertagne avait monté une société au Texas qui s'appelle Marex, qui négocie donc des contrats de prospection D'accord. sur effectivement les îles éparses et sur Rouen-de-Neuvent en particulier. Et là, aux surprises, on se rend compte que M. Bertagne et d'autres opérateurs, ça s'appelait Sapetro à l'époque, ont bénéficié de contrats de concession de prospection euh, sur Rondonova, mais curieusement, ces contrats de prospection ont été accordés d'un côté par l'administration française et de l'autre côté par l'administration malgache, sur des délimitations qui sont clairement établies. Je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ces histoires? On me Ouais. dit que derrière, il n'y a pas d'accord de frontière sur ce territoire-là, Ouais. sauf qu'on est capable de négocier Et d'avoir des un délimitations partage de précises. concessions Ouais. sur des zones parfaitement délimitées. Mm. Donc, il y a des menteurs quelque part. Bien sûr. Et Ouais. que ces menteurs, ils sont là depuis un certain temps. Ils sont là depuis Ratsirk, depuis Rabalman, et puis ils continuent à être là. Ouais. Et je dis que c'est pas normal. Donc, en fait, ce scandale des 10 éparses, moi, enfin, dessus, je l'avais ouvert pour dénoncer en particulier cette collusion, ce que je considérais comme Oui, une collusion énorme. Sauf complètement. que ça fait tellement de bruit, on a Encore une complètement fois, oublié cette histoire de collusion, effectivement, qui, globalement, accordait derrière, qui établissait qu'il y avait une frontière qui était bien établie et bien négociée mm. entre l'administration française et l'administration malgache. Et donc, écoute, là, on va voir la suite des événements, mais c'est intéressant parce que je pense que quand on regarde là depuis l'indépendance, il y a le sujet qui vient par rebond de temps en temps, et en fait, peu sont ceux qui maîtrisent le sujet, déjà juste de façon factuelle, mais ensuite, quand effectivement il y a aussi volonté de cacher, c'est d'autant plus difficile. Mais en tout cas, je pense que là, on arrive dans une période où de plus en plus la population et les Malgaches sont de plus en plus au fait des enjeux qu'il y a derrière par rapport à ce que la France là essaye en tous les cas de faire. L'enjeu qu'il y a derrière aujourd'hui, à mon avis, enfin, de la connaissance que j'en ai aujourd'hui, je ne crois absolument pas à des enjeux économiques par rapport au pétrole. Mm, Aujourd'hui, il est fort probable que ces zones soient très riches aujourd'hui, potentiellement très riches, sauf que c'est inexploitable. On est sur des profondeurs aujourd'hui sur lesquelles on sait que les poches seraient à moins de 1800 mètres, moins de 1500 mètres sous la roche et sous 2500 mètres de colonne d'eau. mm, Donc, on est dans des conditions d'exploitation qui sont monstrueusement critiques, monstrueusement compliquées. mm, Qui était possible d'envisager quand le baril était à 150 dollars, mais qu'on ne peut absolument pas envisager un baril à 70 dollars, 70, 80 dollars. Or, le baril ne remontera pas beaucoup plus, en l'occurrence, dans ces eaux-là. Donc, aujourd'hui, cette exploitation, cette richesse potentielle de gaz et de pétrole, à mon avis, c'est une douce chimère qu'on aura peut-être dans 150 ou 200 ans en fonction de la montée effectivement. Donc voilà, je ne crois absolument pas dans la réalité de la richesse effectivement de ces territoires. ouais. Après, Il y a, il reste il y a ce l'halieutique, côté, voilà, il reste ce côté territorial, enfin plutôt terrain maritime, qui fait que grâce à cela, la France aujourd'hui, en tout cas, est la deuxième puissance maritime au monde. ouais, voilà. Donc voilà, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en ferait nous, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Bon, effectivement, on pourrait lier les ressources halieutiques, bon, effectivement la pêche, mais on a déjà du mal à protéger nos propres zones de pêche, qu'est-ce qu'on va effectivement récupérer celle-là. Donc aujourd'hui, Mm. voilà, on est sur quelque part, à mon avis, hein, je vais choquer beaucoup de gens en disant
sur une chimère qui est pas très intéressante, si ce n'est derrière pour satisfaire notre fierté malgache. Aujourd'hui, ça y est, on a récupéré quelque chose qui est à nous, c'est bien. Mais opérationnellement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je n'en sais rien du tout. Oui, Voilà, après, c'est là-dessus que, visiblement, et que le discours de certains politiques qui s'arc-boutent dessus pour réveiller des formes de nationalisme, ça peut être intéressant en l'occurrence, mais bon, c'est pas nécessairement les priorités qu'il y a à avoir par rapport au développement du pays. Mais c'est ma lecture à moi. Et je ouais. sais de déplaire à certains, effectivement, en disant ça. Merci en tout cas, Pitch, pour ce partage sur ce sujet qui est effectivement, je pense, qui est un sujet important, mais qui peut être aussi un sujet clivant, effectivement, en fonction des points de vue de chacun. Poursuivons un peu ce parcours parce que, encore une fois, il est vraiment émaillé de moments qui peuvent être assez étonnants et surprenants. À un moment donné, donc finalement, il y a l'écriture qui fait que tu fais toutes ces rencontres. Il y a quelque chose quand même qui arrive, c'est qu'on fait appel à toi pour, j'ai envie de dire, construire une campagne présidentielle pour une candidate. Je pense que c'est la première candidate femme hein, depuis l'indépendance. Peut-être pas, Très je bien, vais ouais, je ne connais pas très vérifier, bien, ouais, ouais. j'avoue. Ouais, très bien, ouais. Il Ouais, faudrait c'est peut-être une vraie, hein. mais il me semble que c'est la première de Sarah Rabearsou. Et donc, elle fait appel à toi. Donc, quelque part, tu rentres dans les coulisses. C'est une sorte d'immersion politique qui est encore différente de l'autre immersion que tu avais faite déjà en une sorte d'introduction lors de tes engagements écrits. Raconte-nous un petit peu, parce que c'est quand même particulier. C'est en termes de retour d'expérience, ça doit être vraiment très, très passionnant. C'était une expérience absolument passionnante hein, sur différents plans, sur le plan intellectuel, sur le plan culture politique, culture économique, culture du développement, sur le plan animation de réseau aussi. C'était génial. Donc en fait, j'avais cette notoriété effectivement à travers Tribune, à travers mes éditoriaux et à travers les textes que j'avais pondus en l'occurrence, donc la diaspora, le texte sur le dossier, l'ensemble des dossiers sur les EPAS, qui ont quand même un peu plus, qui ont fait un peu de bruit en l'occurrence Oui, à l'époque, qui ont beaucoup fait rire les gens parce que j'étais contraint derrière une interview par Outi Réal en malgache, ça a beaucoup fait hurler les copains. De m'avoir dépatouillé en malgache face à Outi Réal pour pas parler d'un sujet aussi compliqué que les EPAS, c'était très drôle. Donc en fait, globalement, là-dedans, toutes choses étant ce qu'elles sont, euh, j'ai une certaine notoriété. Les gens, ils aiment bien comment j'écris. Hein. mm, Euh, donc, on me présente Sarah Georget comme étant une personne qui aime ce que je fais, qui aime ce que j'écris, qui aime comment j'écris, et qui me demande si je peux travailler avec elle. ouais, Donc, on a passé deux grandes et longues soirées ensemble avec Sarah et son époux pour faire connaissance, pour qu'ils me disent c'était quoi leur vision, c'était quoi leur vision des choses, leurs valeurs. Bon, et puis au bout de deux soirées, on dit bon, bah ça va, ça peut être intéressant à faire. Je suis ouais, d'accord pour travailler avec vous et pour constituer derrière le comité de soutien à la candidature de Sarah Georges en France. ouais. Donc Voilà. c'est effectivement c'est vraiment un comité de soutien. Tu penses, tu recrutes, vous élaborez tout ce qui est narratif, éléments de langage. En langage, éléments de programme, éléments programmatiques, éléments de discours, voilà. Et puis on recrute, on fait du bruit, puis on arrive à constituer un réseau de gens affectivement très liés et très attachés effectivement à ce projet. Donc voilà. Euh, Et à ce moment-là, Patrick, je tu es sur place, tu es à Madagascar ou tu es en Non, France? non, je suis ici. Par contre, dans le travail de constitution du réseau que je tentais de faire, on m'a dit, ouais, t'es bien gentil, c'est pas parce qu'on t'aime bien qu'on va suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai dit, bon, bah, est-ce que c'est comme ça? Eh ben, ok, je fais mon enquête sur le terrain pendant 15 jours et puis je reviens avec un rapport. Mais en fin de compte, donc, je suis parti et j'ai passé 2 semaines avec eux en tournée dans Tananarive, faire les radios dans le sud, Fort-Dauphin, en Bouvumbé, Hmm. avoir effectivement des meetings, la suivre en meeting, en libre cours, etc. Rencontrer ses militants, très intéressé par la dimension militante et politique parce que
elle avait réussi, semble-t-il à l'époque, à drainer des gens qui avaient une culture politique, des gens issus du MFM, du MONIMA, de l'AREMA, donc D'accord. vraiment des anciens militants activistes qui savaient Oui. ce que c'était effectivement comme militantisme politique. Donc ça paraissait derrière avoir une certaine solidité sur le plan Oui. effectivement en termes de structuration. Ouais, la machine était déjà installée par les La anciens. machine avait l'air effectivement de fonctionner. Hmm. Voilà, donc très très belle expérience humaine, de très belles rencontres avec des gens qui parlaient du pays, qui avaient envie de faire des choses pour le pays. Et Sarah était quelqu'un pour qui j'ai eu, et j'ai encore aujourd'hui encore une grosse tendresse parce que derrière, je considère qu'à l'époque c'était vraiment un diamant politique qu'on a un peu abîmé quoi. Donc, Oui, justement, parce que, alors encore une fois, à vérifier si c'était la première femme, mais je pense que ça, c'est déjà un aspect. Et après, c'était peut-être aussi l'un des premiers partis verts à c'est avoir, le premier côté là. avoir cette identité-là forte et avoir cette idée forte-là. Comment tu, quelle a été ta perception? Alors, on est quelques années après maintenant, mais quelle a été ta perception à ce moment-là, à Madagascar, d'avoir d'une part une femme et un parti vert qui se lance finalement pour la présidentielle? Est-ce que c'était, j'imagine que c'était disruptif, mais comment c'était accueilli, comment c'était perçu? Ben, ce que j'en avais vu globalement, c'était plutôt, on avait des éléments de langage qui étaient forts, hein, donc on a quand même dessus réussi à lever 270 000 voix, je crois, avec 4,6%. Donc, Ouais, qui était en soi intéressant pour un parti qui avait 3 ans, quoi. ben oui, Donc, on a vraiment eu une certaine audience, le parti a vraiment une certaine audience euh, réelle. Euh, Comment c'était perçu? J'ai eu des discours très, très émouvants de Rampanzak ou bien de dignitaires locaux, de pouvoirs locaux, effectivement, dans le sud, en mouvement Tudor, qui derrière bénissaient derrière Zanahar de leur avoir porté une femme aussi généreuse et aussi brillante. hmm, Malgré derrière c'est des territoires qui sont pas nécessairement qui sont comme un peu machistes, en oui, semble-t-il, dessus, on avait des discours qui étaient extrêmement favorables. d'accord, d'accord. Euh, L'audience, alors beaucoup disaient, ça marchera jamais, elle est blanche, elle est merne, pardon, elle est femme, elle est merne, elle sait pas ce que c'est que la politique aujourd'hui, donc ça va jamais marcher. Euh, et en fait, le discours a porté. Hein. Je Ouais, pense que ma grosse déception, c'était qu'ils abandonnent, alors que j'étais convaincu que faire 4,5% derrière en 3 ans, simplement sur des éléments de langage, était intéressant, parce on arrivait avec des valeurs, un discours qui était hmm, qui était un tant soit peu disruptif par rapport effectivement à ce qu'on pratique au moment, et qu'on a réussi à accrocher ça, à vraiment accrocher les gens qui y ont cru, accrocher des gens qui y ont cru, c'était ouais, génial. C'est vrai que derrière, il y a eu une énorme déception, hein, parce que globalement, je crois qu'on affichait 270 000 adhérents, je crois, parce ouais, qu'ils avaient ouais. distribué 270 000 cartes de parti. En fin de compte, le- la grande tristesse aujourd'hui, c'est que sur les 270 000 cartes du parti qui avaient été distribuées, à mon avis, il y a dû y avoir 245 000 élus, quoi, moyen tri. Et en tout cas, là, enfin, je trouve que tu poses le constat que tu as fait est effectivement triste parce que finalement, ça pose quand même vraiment la question de comment un écosystème politique avec différents partis peut tenir quand on n'est pas au pouvoir. Parce que financièrement, déjà, comment tu peux tenir après Ouais. ça? Et donc, il faut un certain nombre de moyens. Et encore une fois, on revient à ce fameux, à ce fameux moyen qui est l'argent, qui est le seul pour pouvoir finalement avoir une sorte de multipartisme valable, crédible, qui n'est pas construit aujourd'hui à Madagascar, en tout cas. Mais non, c'est très difficile à construire, vu derrière, d'une part, la pauvreté des gens, et vu d'autre part, les pratiques courantes, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un à 80% de la population qui vit avec 2 dollars par jour aujourd'hui, qui vit en dessous de la pauvreté, d'accepter de recevoir des t-shirts, du riz ou de l'huile. Voilà. Donc, on ne peut Ouais. pas leur en vouloir. Et donc, c'est difficile de sortir de ce schéma-là, quoi. C'est extrêmement difficile de sortir de ce schéma-là. J'en discute avec des
de personnalités qui peuvent avoir des velléités. Quand on en est conscient, j'ai dit, on ne sait pas comment sortir de ces schémas, en sachant que la dernière campagne a probablement, la campagne de 2013 à l'époque était estimée à 60 millions de dollars en La, termes de coûts. de quel, de Là, pardon, l'ensemble? pardon, non, non, le parti, le candidat le, qui est passé à l'époque donc dessus, on estimait le coût de sa campagne à quelques D'accord, 60 millions de dollars. d'accord. Celle du numéro 2 derrière est à 45 millions. Ça veut tout dire. En 2018, euh, on estimait à 75 et 85 millions. Il est possible qu'en 2023, on ait dépassé les 100 millions. Ouais. Oui, oui, Mais je l'ai vu, hein, je l'ai vu de mes yeux vus, des sous-bits de billets que les gens, effectivement, allaient chercher, ont distribué des billets, de ça qui n'avaient rien parlé à là, tu parles de quand tu avais fait la campagne avec Sarah Rabersou. de 2013, je l'ai vu à Adous. Aujourd'hui, les gens, ils avaient derrière des cartes, aujourd'hui, sur lesquelles ils donnaient leur carte d'identité, leur carte d'électeur, ils signaient et on leur donnait effectivement de l'argent. Hmm. Ouais. On, Donc, c'est pas évident. Non, c'est pas évident et en tous les cas, ce que toi tu poursuis, c'est justement ce terrain de jeu que tu avais déjà choisi initialement, qui est celui de la diaspora. C'est que malgré la difficulté, malgré tous ces obstacles, tu continues en fait à lancer des initiatives, à être ce fédérateur avec j'avais écrit multi-lanceur d'action solidaire et citoyenne avec des mises en réseau de création de liens et autres que tu fais de façon hyper dynamique. Alors, je les citerai pas toutes, mais tu passes de sujets avec la drépanocytose, Kilung avec Vainal, Factmada, ZAM. Dis-nous un petit peu quelles sont, parce que ce sont toutes des initiatives que toi tu as lancées ou en tout cas soutenues, euh, parce que tu continues à y croire et tu continues à te battre. Ça, effectivement, je tombe dans les solidarités et l'associatif un peu par hasard. Euh, je tombe sur, je commence à m'intéresser à la diaspora, je me documente pour voir comment elle s'organise, quelles sont les actions, quelles sont les initiatives, et Mm. je tombe sur un forum d'associations dans lequel je tombe sur Vainal qui tenait avec son association une librairie éphémère, donc qui Ouais, vendait des livres. ouais. Et donc, il passait 2 jours effectivement sur le forum en question. Il a dit, et ça va te rapporter combien? Ça va me rapporter 150 euros. Ah, d'accord. 150 euros, tu fais ça combien de fois par mois, par an? Ben, on fait ça une fois par an. Alors, tu es en train de me dire aujourd'hui que tu grilles un week-end par mois, c'est-à-dire 12 week-ends sur l'année, pour récupérer 150 euros x 3, pour récupérer 1800 euros. Mais c'est économiquement pas bien, vu ton affaire. Mm. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Ouais. Quelque chose à faire pour aller chercher d'autres modes de financement et essayer de changer d'échelle. Voilà, que on commence à aller chercher des programmes, des dispositifs de financement, de solidarité. Je tombe sur les premiers dispositifs de financement de solidarité, en l'occurrence, Ouais. qui me permettent de monter effectivement des dossiers. Bon, le dossier, je sais ce que c'est mon métier, donc effectivement, dans le métier d'ingénieur, de chef de projet, directeur de projet, je sais ce que c'est que le dossier, je sais ce que c'est que l'appel d'offres, mais je sais comment les rédiger, effectivement, pour arriver à accrocher des décideurs. Donc Mm. voilà, donc je me lance dans cette activité de recherche de financement pour accompagner un certain nombre d'associations, de ONG. Ouais. Et puis bon, les choses étant ce qu'elles sont, ça évolue euh, au sein du FORIM, qui est la fédération des organisations de solidarité issues des migrations. Et j'y prends une certaine place, je pense. Je deviens organisme d'appui au projet du PRAOSIM avec une expertise dans le montage des dossiers. Voilà. D'accord. Donc, Ouais, oui. Mais et là, donc, c'est intéressant parce que finalement, euh,
tu es arrivé à effectivement avoir cette expertise parce que déjà en amont, tu avais commencé un peu à être dans cet écosystème de co-développement, Ouais. de la Banque mondiale. Et avec le fil rouge de la diaspora, on sait tous que ça nécessite de l'expertise, de répondre à des appels d'offres, de savoir adresser des décideurs. Et de temps à autre, en tant que citoyen lambda, tu peux avoir des initiatives, mais tu peux ne pas du tout savoir traiter cette partie-là, en fait. Et tu as besoin d'aide. Non, non. Et c'est pas facile, hein. Aujourd'hui, de manière très courante, la personne qui a envie de monter un projet de solidarité, hein, pas un projet d'investissement, hein, en l'occurrence, de monter un jeu de projet de solidarité, c'est en général, c'est un projet de cœur. Mais oui, c'est Et ça. en général, les gens qui ont des projets de cœur ne sont jamais ceux qui les servent des solutions. Et on se frappant aujourd'hui. Parce que ça doit se conceptualiser, voilà, doit se traiter de manière extrêmement structurée. Ouais. Et quand on ne sait pas faire, c'est pas évident. Donc, Non, dessus, c'est pas c'est sûrement pas évident. évident. En l'occurrence, donc aujourd'hui, on a désormais ce savoir-faire qui est dire aujourd'hui savoir orienter l'expression d'un projet pour derrière avoir optimiser derrière ces champs de résultats, quoi. Ouais. Et alors, tu as cité le Forum, il y a ZAM effectivement qui se lance, il y a Diapason, et puis il y a Mizur où finalement il y a une sorte de nouvelle direction qui se dessine, puisqu'il y a un peu cette notion justement de fonds d'investissement aussi. Isour est un fonds d'investissement, enfin c'est un projet auquel je tiens, qu'on va faire, que l'on veut monter, qui va se monter, hein, qui va se lancer d'ici quelques mois, j'espère d'ici le printemps 2026 ou plus tard. Mais quelque part, qu'il s'agisse de FACT Madagascar, de Zama, de Diapason, de Mizur ou d'autres initiatives, le moteur derrière, c'est le même. C'est la mobilisation diaspora. Ouais, ouais, Voilà, c'est pas Mizur, le fonds d'investissement ne m'intéresse pas en tant que fonds d'investissement en soi. Bien sûr, il y a un enjeu qui est la réussite du fonds, le succès en général. L'exemplarité du succès est importante, hein, ouais. dessus, mais c'est surtout l'argument, je veux dire, le véhicule pour assurer la mobilisation. Que je suis convaincu que sans mobilisation, sans collectif, rien ne marche. Et le collectif, c'est vraiment quelque chose qui relève voilà, de mon ADN, quelque part. Aujourd'hui, il n'y a que le collectif qui nous sauvera. Donc, qu'il s'agisse de Diapason, qu'il s'agisse de FACT, qu'il s'agisse de Mizur, qu'il s'agisse de ZAM, derrière, c'est toujours l'idée, c'est mobiliser, donner de l'ambition, vivre l'exemplarité et reconnaître effectivement qu'ensemble, on peut construire des choses qui aient du sens. En tout cas, ça va dans cette direction et ces initiatives grandissent chacune et ensemble, quelque Je part. l'espère. Ouais. Euh, Patrick, il y a quelques questions qu'on aime bien poser dans ce podcast. La première, c'est si tu as un livre, une citation, j'en sais rien, quelque chose qui t'inspire, qui te porte, qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Mon premier devise, c'est même pas peur, même pas mal. Bon, ben voilà. La C'est devise, c'est l'important n'est pas le but, l'important est le chemin. ok. Voilà. Voilà. Ça dit tout effectivement de ce que de ce que tu as pu nous raconter là aujourd'hui. Autre question, avec toutes ces rencontres que tu provoques, que tu fais toi-même, quelles seraient les quelques personnes auxquelles tu penses que tu aimerais convier à ce podcast ici chez Diapason? Dessus, bien sûr, mais j'ai mes amis de cœur profonds qui sont profondément mes amis, qui sont Pascal Janot, Valéna, Bob Moftsé, Oumi Chirakutuson. Euh, et on a des filles, c'est marrant. Oui, voilà, c'est des gens auxquels je tiens, pour qui j'ai une profonde tendresse et une profonde admiration pour ce qu'elles font en général. Donc, Ben, écoute, c'est noté.
C'est noté et bon, bah, je te demanderai les coordonnées quand je les ai pas, mais normalement, on devrait pouvoir se débrouiller. En tout cas, merci Pitch, merci pour ton temps et peut-être un dernier mot de la fin pour cette diaspora, mais aussi pour ceux qui sont à Madagascar, parce que nos statistiques nous disent que nous sommes écoutés en France, à Madagascar, mais aussi dans des pays comme le Canada, la Belgique, la Suisse. Voilà, donc on grandit, on s'internationalise. Si on doit aborder l'émission. Ouais, c'est aujourd'hui. Je ne vais même pas te parler d'espoir. J'aime pas le mot espoir ou espérance parce que derrière, il y a nécessairement, il y a comme des relents d'échecs. Derrière Mm, l'espoir et l'espérance. Non, donc je suis effectivement plutôt pour l'ambition. Les choses sont dures, les choses sont difficiles. Il faut se battre pour sauver ce que l'on peut sauver, aider tous ceux que l'on peut aider et continuer à construire. Mais que pour ça, il faut de l'ambition. Voilà. Ce sera, si vous pouvez effectivement derrière rêver, faire passer un message ou que les gens entendent ce message et ayez de l'ambition. parfait. Un grand merci Pitch et beau mot de la fin en tout cas, ce mot ambitieux. Merci merci à toi, c'était génial. À bientôt. Au revoir tous.